faut se dire, le contrat n'a pas suivi le circuit normal et ça, c'est dommage pour une administration. En attendant de trouver un local décent pour le ministère de la Culture, des Arts et du Patrimoine historique, ces cadres continuent à se démerder dans les salles étroites du Musée national de Guinée. Je vous le disais également au sommaire, les plages de Conakry sont devenues de véritables nids de maladies dues à l'insalubrité qui règne désormais depuis la fermeture des plages après le drame de Roganais qui avait fait plus de 33 victimes. Les plages de Conakry, de véritables dépotoirs d'ordures, une situation que déplorent les riverains à cette période d'épidémie. Lansana Traoré. L'arrêt des activités sur les plages de Conakry suite au drame de Roganais n'est pas sans conséquence. Ces espaces de loisirs et de tourisme sont devenus de véritables dépotoirs d'ordures, des lieux de promenade pour les vautours, les chiens errants et les trieurs. Sur la provenance de ces immondices, ce citoyen explique. Il y a beaucoup d'ordures aujourd'hui qui nous viennent de loin. Le caniveau qui débouche sur la plage de Roganais prend sa source depuis les radars vers Dar Salam. Ce coin aujourd'hui, ça traverse la route Le Prince. Il suffit que vraiment qu'il pleut, que les gens mettent des ordures. Il y en a aujourd'hui qui attendent des heures tardives pour venir déverser les ordures ici. S'il y avait au moins une équipe pour au moins continuer à assainir la plage, ça pouvait certainement empêcher. Malgré tout, ce coin est en train de prendre une image que personne ne souhaiterait avoir de cette plage aujourd'hui. En cette période de l'épidémie de fièvre à virus Ebola, les riverains de ces plages sollicitent auprès des autorités l'autorisation de nettoyer ces endroits. Même si l'État veut fermer les plages, ils peuvent autoriser à des structures qui évoluent à la plage, nettoyer la plage à tout moment. Mais la plage restera toujours fermée jusqu'à nouvel ordre. On parle avant les choléra, on parle de Ebola. Mais Ebola, on ne peut pas combattre Ebola dans les saletés. L'état désolant des plages ternit l'image du pays, notamment côté touristique, à en croire cette dame. On souffre avec l'odeur des ordures. Il y a beaucoup d'hôtels autour de ces plages où logent des étrangers. Cette image n'est pas reluisante pour la Guinée. Il faut donc dégager ces immondices. Si des dispositions ne sont pas prises pour nettoyer et réhabiliter les plages de Conakry, les conséquences de cette insalubrité sont à craindre dans un proche avenir. À Conakry, les citoyens restent exposés à plusieurs pratiques qui pèsent lourd sur le revenu des familles. C'est le cas dans l'obtention d'un logement, outre des montants imposés à certaines personnes par les locataires. D'autres sont à la merci des démarcheurs. Et du coup, se loger dans la capitale guinéenne devient de plus en plus compliqué. Reportage Manian Fondi. Se loger à Conakry n'est plus chose aisée pour les citoyens moyens. Les frais de loyer deviennent de plus en plus chers et pour se trouver un abri, plusieurs personnes subissent le règne des démarcheurs. Des démarcheurs qui, partout dans les quartiers, font l'intermédiaire entre les locataires et les concessionnaires. Une manière pour eux de subvenir aux besoins de leur famille. C'est un métier de prestation de services pour ceux qui veulent des maisons, des terrains, des villas, etc., etc. Tout ce qui est lié à l'immobilier, quoi. Donc nous sommes là comme interface entre les propriétaires des maisons, des terrains, des villas et des gens nécessités. Le service que nous rendons, nous ne le faisons pas gratuitement. Sur le résultat de leurs prestations, les avis restent partagés. D'aucuns se félicitent de l'implication des démarcheurs dans l'obtention des logements à Conakry. D'autres, par contre, émettent des réserves. C'est le cas de Buntura Bibari qui dit avoir été escroqué. J'ai une connaissance des marcheurs qui, en complicité avec un concessionnaire, a promis de m'aider à trouver une maison. Je lui ai remis l'avance, mais à chaque fois que je pars voir le concessionnaire, celui-ci ne me dit rien de sérieux. Ce n'est qu'à la dernière minute, il m'a dit que le démarcheur ne lui a rien donné et qu'il avait passé la maison à quelqu'un d'autre. Dans certains quartiers comme Hamdallaye, les démarcheurs se trouvent organisés. Un bureau de coordination est même mis en place. Depuis 2010, avec l'arrivée de certaines personnes averties, ils ont suscité l'idée de vraiment créer une association digne de ce nom. Au départ, on a dit association de démarcheurs de CBG. Donc, on a jugé nécessaire vraiment de créer une agence.
Et là, on a lancé le processus, on a obtenu notre agrément depuis 2010. Et l'association compte près d'une centaine de personnes aujourd'hui. Souvent, l'octroi d'une chambre et d'une concession à plusieurs personnes est à la base de certains problèmes. Mais avec la construction en cours des logements sociaux, beaucoup de citoyens, notamment des administrateurs, pourraient se passer des prestations des démarcheurs. La jeunesse guinéenne à l'avant-garde pour lutter contre l'épidémie d'Ebola. Le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes a en effet tenu ce vendredi une conférence de presse sous le thème « Stop à Ebola, dites non à la psychose, la jeunesse se mobilise ». Objectif, amener les jeunes à s'impliquer davantage dans la lutte contre cette épidémie. Il était question pour le ministre Moustapha Naïté de partager sa feuille de route pour ce mois de la jeunesse. Sarah Camara pour plus de précisions. Sensibiliser et informer les populations sur les méthodes d'hygiène pour lutter contre la propagation du virus Ebola, c'est en cela que la jeunesse guinéenne va s'atteler durant ce mois de septembre. 2100 jeunes sont concernés par cette campagne. Les jeunes se mobilisent pour dire aux Guinéens, pour dire à la face du monde entier que nous sommes tous dans cette dynamique, nous sommes tous dans ce combat et que nous allons porter l'information partout où besoin sera pour que chacun de nous sache exactement comment se protéger. Depuis la crise de l'épidémie d'Ebola, les autorités sanitaires continuent de déployer des dispositifs pour vaincre ce virus. Mais parallèlement à cela, la Guinée subirait, selon le ministre de la Jeunesse, un autre fléau, celui de la psychose, ayant pour conséquence l'isolement du pays. C'est pourquoi le 25 septembre prochain, journée de la jeunesse, sera célébrée sous le slogan « Dites non à l'isolement » de la Guinée. Partout où vous êtes, en Guinée, et surtout dans la diaspora, affichez une photo, un message, un appel, un témoignage d'amis, de famille pour dire non à la médiatisation qui crée la psychose, pour montrer que la Guinée vit tout simplement malgré cette crise sanitaire. La Guinée est pointée du doigt. Depuis peu, les investisseurs hésitent à venir, les hôtels sont désertés, quelques compagnies aériennes suspendues. Encore comme conséquence, l'économie guinéenne qui en souffre, juste parce que la vraie face de la Guinée reste cachée au monde. Si nous ne levons pas contre les médias, surtout étrangers, qui créent la psychose, si nous ne passons pas les vrais messages, si nous ne montrons pas la réalité de la vie courante dans toutes les contrées de la Guinée, nous allons en subir les conséquences. Il ne s'agit pas de désinformer, ni de nier l'existence de l'épidémie, il s'agit de ne pas isoler la Guinée dans cette lutte qui nous affaiblit déjà. En ces moments difficiles, la Guinée et l'ensemble des pays touchés par cette épidémie ont besoin d'une solidarité réelle et juste, d'où le combat de la CEDEAO et l'Union africaine, comme pour dire que les hommes et leur régime passent, mais les institutions restent. Dans le même cadre, une conférence de presse s'est tenue jeudi au ministère des Droits de l'Homme et des Libertés publiques. Face aux hommes de médias, les responsables de ce département ont exposé leurs soucis pour éradiquer la fièvre hémorragique qui sévit en Guinée et qui continue de faire des victimes malgré l'implication des partenaires. Un virus qui a franchi nos frontières pour 4 autres pays du continent. Nena Umbaldi. Deux sujets ont dominé cette rencontre entre le ministre des Droits de l'Homme et les journalistes. La question du virus Ebola et celle de la réconciliation nationale a été largement débattue. Pour le ministre des Droits de l'Homme, la meilleure façon de vaincre ce virus est d'agir ensemble. Être malade, ce n'est pas une faute. Il faut évidemment, et l'État se force à le faire dans la mesure de ses possibilités, et cette possibilité sera encore plus grande lorsqu'il y a derrière un consensus national, l'union des efforts de toute la nation, l'ensemble de la nation, des citoyens à l'État en passant par la société civile. Il faut que nous travaillions justement pour essayer d'en finir avec cette épidémie. La réconciliation du peuple guinéen, une préoccupation partagée. L'ambition du département des libertés publiques aujourd'hui est d'amener les Guinéens à s'accepter pour engager un dialogue pour la réconciliation. Les droits de l'homme ne sont pas
vivable ou viable dans un environnement en manque de fraternité, en manque de paix, en manque de confiance réciproque. Nous disons que ce pays a besoin de ce pacte national, de ce pacte social, de ce processus de réconciliation. Nous devons nous réconcilier avec notre histoire. La réconciliation, c'est pas entre deux ethnies, pas entre deux communautés. Nous devons nous réconcilier avec l'ensemble de notre histoire. Dans les jours à venir, le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques procédera à un lancement de séries de campagnes de sensibilisation à travers le pays qui portera sur le virus Ebola et la question de la réconciliation nationale. En interactualité, l'Union africaine a annoncé dans un communiqué que l'institution va convoquer lundi une réunion d'urgence du Conseil exécutif à Addis Abeba en Éthiopie. Il sera question d'élaborer une stratégie commune et définir les stratégies adaptées permettant au continent de lutter efficacement l'épidémie d'Ebola. Reportage. Une réunion d'urgence du Conseil exécutif de l'Union africaine se tiendra lundi à Addis Abeba en Éthiopie en vue d'adopter une stratégie commune et définir les stratégies appropriées permettant à l'Afrique de combattre efficacement l'épidémie de la fièvre Ebola, a annoncé l'Union africaine dans un communiqué. La réunion du Conseil est rendue nécessaire par le souci d'avoir une compréhension commune du virus responsable de la maladie Ebola et l'état actuel de la réponse donnée à cette maladie selon le communiqué. Elle vise également à définir une approche collective au niveau continental et qui prend en compte l'impact sociopolitique et économique de la maladie, ajoute la source. En juillet dernier, le comité des représentants permanents de l'UA s'était réuni à la veille de la rencontre du Conseil exécutif pour discuter de sujets qui seront débattus à la réunion prévue la semaine prochaine. Ces sujets portent notamment sur l'aide aux États membres affectés par la fièvre Ebola et la nécessité d'intensifier les efforts pour la mise sur pied d'un centre africain de lutte et de prévention de la maladie. La réunion avait également mis l'accent sur l'importance des stratégies de communication sur la crise, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du continent, la mobilisation des ressources nécessaires et le renforcement des capacités des États membres dans le domaine de la recherche de vaccins et de médicaments contre Ebola. Plusieurs pays africains dont le Nigeria, le Botswana, le Malawi, la Gambie, la RD Congo, l'Ouganda et l'Afrique du Sud ont apporté leur soutien aux pays touchés par cette maladie à travers un financement direct et l'apport de personnel médical pour accompagner les efforts que mènent l'UA et la communauté internationale. Le nouveau bilan élaboré le 2 septembre par l'Organisation mondiale de la santé fait état de plus de 1900 morts sur 3500 malades du virus Ebola. Ce bilan ne prend en compte que les cas confirmés dans les 3 pays les plus touchés, Guinée, Sierra Leone et Libéria. Le Sénégal, le Nigeria et la RD Congo connaissent aussi des cas d'Ebola. L'OMS se donne 6 à 9 mois pour stopper la transmission. La communauté internationale à travers les États-Unis s'inquiète de la situation qui sévit au Nigeria. Les combattants de secte terroriste Boko Haram contrôlent la quasi-totalité du nord-est du pays où l'intensité des combats a fait fuir des milliers de personnes. Depuis le début de son insurrection en 2009, le mouvement a fait 10 000 morts et 700 000 déplacés selon les autorités. Suivez. Les États-Unis se sont dit jeudi très inquiets de la grave menace que constitue au Nigeria le groupe islamiste armé Boko Haram, tandis que des milliers de personnes fuient le nord-est où les insurgés étendent leur emprise. Les combattants de Boko Haram ont progressé de manière fulgurante ces dernières semaines, infligeant une série de défaites à l'armée et s'emparant de nombreuses localités où ils ont multiplié les exactions contre les civils. S'étant emparés de Bama selon des témoignages d'habitants toutefois contestés par l'armée, ils menacent maintenant d'encercler et d'attaquer Maïdougouri, la capitale de l'état de Borno et métropole de la région nord-est qui compte plus d'1 million d'habitants selon le dernier recensement de 2006. Massacres, viols, pillages, les combattants de Boko Haram n'ont pas hésité à s'en prendre aux populations des zones conquises, allant jusqu'à incendier et raser entièrement des localités comme Gamborungala sur la frontière camerounaise.
Boko Haram veut établir un califat, un État islamique rigoriste dans le nord-est du Nigeria. Depuis le début de son insurrection en 2009, qui a fait plus de 10 000 morts selon les autorités et 700 000 déplacés, le mouvement a gagné en puissance et affronte désormais frontalement l'armée. Les civils fuient en masse. Près de 10 000 personnes sont arrivées au Niger voisin pour le seul mois d'août, portant à plus de 80 000 le nombre de réfugiés dans ce pays selon l'ONU. Le Nigeria et ses voisins ont appelé mercredi la communauté internationale à les aider à tarir l'approvisionnement en armes et en argent de Boko Haram, qui dispose d'un armement supérieur à celui de l'armée nigériane, selon des témoignages de soldats nigérians. Je vous le disais aussi en titre, page noire pour boucler cette édition d'information. Le football guinéen est en deuil. Faber Camara, directeur technique national et ancien entraîneur de l'équipe nationale féminine, décédé dans la nuit du jeudi des suites d'une crise cardiaque, a été conduit à sa dernière demeure ce vendredi après la prière de 14h. Fodé Camara était de la partie sans compte rendu. Membres du gouvernement, haut cadre du ministère en charge des sports, sportifs, parents, amis et anciens collaborateurs étaient tous venus rendre un dernier hommage à cet homme qui a tout donné au football guinéen. Nous avons effectué beaucoup de voyages. Et ce qui est surtout remarquable chez moi, c'est qu'à l'intérieur du pays, la barrière de la hiérarchie était bannie entre Faber et moi. Il tenait coûte que coûte à ce que j'ai une chambre, mais je lui disais, viens, on va dormir ensemble. Et Faber et moi, on dormait dans le même lit. Même les déplacements pour ma famille, je dis bien pour ma famille, pas pour le gouvernement, pour ma famille, Faber était présent. Il a été adopté par ma famille. La famille Camara a entendu beaucoup de choses, même des contradictions honorables envers vous. Donc on nous demande que tu t'en iras pas. D'autres te demandent un bon repos. Nous viendrons pour vous dire honorablement que nous sommes très fiers de vous. Faber Camara, Christophe Faber par certains, Antonio Hidalgo par d'autres, et dans son zèle profond, entre que votre fils, votre Faber, ne reverra plus Zérékoré. Né en 1948 à Benti, Faber Camara fait ses études primaires et secondaires à Zérékoré avant d'être admis à l'école normale des instituteurs de Massanta. Enseignant hors pair, Faber a servi à Koundara, Kissidougou et Zérékoré. Il a aussi occupé des postes de directeur national des sports scolaires et universitaires, directeur technique adjoint, instructeur FIFA avant d'être nommé il y a quelques semaines directeur technique national. Poste qu'il a occupé jusqu'au jour de son décès ce jeudi 4 septembre 2014. Pendant que Faber Camara préparait un stage de formation pour les entraîneurs de football de la ville de Conakry. Faber Camara, Christophe Faber Camara ou encore entraîneur Faber nous quitte en laissant 3 enfants et le stade du 28 septembre qu'il a toujours appelé le temple des temples. Paix à l'âme de l'illustre disparu. Amen. Voilà comment s'achève cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de prendre soin de vous-même où que vous soyez. Bonsoir.